Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cuinier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Cet épisode est soutenu par AppleLearn, le LMS ultra intuitif qui complète votre équipe avec ses 8 agents IA. Ces agents spécialisés travaillent avec vous. Ils vous aident à scénariser vos formations, à les rendre plus inclusives, à les traduire et même à optimiser le tutorat et le suivi de vos apprenants. Le résultat ? Vous confiez les tâches chronophages à l'IA et vous vous concentrez sur l'essentiel, votre stratégie pédagogique, l'accompagnement humain et l'innovation. Avec AppleLearn, vous concevez, vous engagez et vous réussissez. Pour en savoir plus, rendez-vous sur applelearn.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode et dites-leur que vous venez de ma part pour bénéficier des frais de mise en service offerts. Bonjour à tous. Vous avez sans doute déjà vécu ça. Des dispositifs bien conçus, des contenus de qualité, parfois même des formats innovants. Et pourtant, sur le terrain, l'impact reste limité. Les apprenants sont là, mais l'usage ne suit pas toujours. Et si le problème n'était pas ce qu'on met dans les parcours, mais la façon dont on les pense, dont on les lance et dont on les fait vivre. Mon invité du jour, Baptiste Bénézé, cofondateur de Team Bakery, propose justement un regard un peu différent. Il accompagne depuis plusieurs années des organisations à grande échelle sur des sujets de learning et de conduite du changement. Et il défend une idée forte que je partage également. Pensez les parcours comme des produits à faire adopter et pas comme de simples contenus à diffuser. Avec Baptiste, on va parler d'adoption, d'expérience, de sponsoring, de tout ce qui fait qu'un parcours ne se contente pas d'exister, mais qui déclenche vraiment un passage à l'action. Bonne écoute! Bonjour Baptiste et bienvenue. Bonjour Anne-Marie, merci de m'accueillir chez toi. Eh bien moi je suis ravie de t'accueillir puisque nous sommes confrères de podcast et puis en plus on va parler d'un sujet qui moi me passionne et qui te passionne aussi. Donc comment penser à un parcours de formation comme un produit et pas seulement comme un contenu pour qu'il soit vraiment utilisé et qu'il génère de l'impact. C'est un programme alléchant, ambitieux, on va essayer d'être bon. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Avec grand plaisir. Donc, moi, je m'appelle Baptiste Bénézé, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 3 fils du coup, parce qu'on en parlait en off juste avant. Je suis ingénieur de formation, ça a peut-être un impact sur ce qu'on va raconter ensuite. Ça fait donc une vingtaine d'années que je travaille, j'ai monté plusieurs structures et celle qui m'occupe beaucoup aujourd'hui s'appelle Team Bakery, qui existe depuis 8 ans. Je suis cofondateur de Team Bakery que j'ai créé avec un ami qui s'appelle Arnaud Joubet, qui est aussi ingénieur de formation et dont le métier est assez simple en réalité. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les équipes à mieux travailler ensemble. Et il y a un gros pan de notre activité qui est de la formation, qu'on dispose principalement à une cible encore plus niche qui est l'expert qui passe manager, l'expert qui prend des responsabilités en interne, pas que du management d'ailleurs aussi, ça peut être un rôle un peu plus de coordination, plus transverse, voilà, et qu'il faut accompagner dans sa prise de poste, dans sa montée en compétences, sur des sujets qu'il maîtrise a priori un peu moins, de l'ordre des soft skills, de la communication, de l'orchestration du pilotage, de sa capacité à mener des conversations difficiles, enfin voilà, tout un programme. Et donc on travaille sur ce sujet depuis maintenant 8 ans. Effectivement, on est confrères consoeurs de podcast. Le mien s'appelle Learning by Doing. Je vous conseille un très bon épisode avec Anne-Marie. Je ne sais pas si tu le mettras en description, mais en tout cas, c'est un très bon épisode. Et au-delà de ça, effectivement, dans Learning by Doing, je vais un peu comprendre comment on apprend ici et là. Donc, il y a des épisodes très corporate avec des directions learning, avec des experts Future of Work, Future of Learning qui viennent nous partager leur thèse. Mais je reçois aussi des apprenants un peu, on va dire, hors du commun,
et qui viennent nous apprendre des choses, en dehors du monde corporate et puis on essaye de tirer des parallèles. Heu, Pas plus tard qu'hier, j'enregistrais avec une championne du monde de parachutisme, qui Waouh! fait des records du monde de formation où ils sont plus de 100 à se rejoindre en l'air. Enfin voilà, épisode passionnant pardon et qui nous apprend beaucoup sur, la coordination, la gestion de projet, la communication. Voilà, c'est un régal d'avoir ce genre d'invité également. Oui, et nos 2 podcasts sont complémentaires, donc c'est pour ça que c'est très agréable de se recevoir. Tout à fait. Alors Baptiste, quel est le constat que tu fais aujourd'hui, dans les dispositifs learning? Alors, c'est en train de s'améliorer, mais le constat, je peux te parler de la thèse de base et pourquoi on a créé, Team Bakery dans un environnement learning qui était déjà, qui nous a pas attendu pour proposer, des choses. Heu, Notre sujet principal, c'est d'essayer de sortir l'apprentissage de, alors je vais parler d'un carcan académique, de la logique un peu trop rapide de dire: «Bah, en fait, pour former les gens», je fais un raccourci, hein, rassurez-vous, c'est une caricature, mais globalement, je prends une salle de classe, je prends un professeur, je mets des élèves dans une salle de classe, je dédie du temps au sujet, je m'assure que le professeur partage les bons messages et j'ai rempli mon contrat de formation. C'est-à-dire que les gens ressortent avec, des infos supplémentaires, des savoirs, reste à les mettre en pratique et c'est souvent ça qui manque dans les dispositifs de learning. Alors nous, on est sur une partie un peu plus particulière, du learning. On est moins sur, de l'expertise métier que vraiment sur, du management, du travail en équipe. Donc on sait que c'est aussi des dispositifs qui fonctionnent encore moins dans ce cadre-là et toute la logique qu'on a essayé de développer, quel que soit l'offre qu'on pousse chez Team Bakery, quel que soit, on anime des communautés managériales, dans le passé, on a fait des box autour du management aussi. À chaque fois, on a essayé de rendre le learning, et l'apprentissage plus accessible, plus collectif et plus par la pratique et c'est pour ça que le podcast s'appelle Learning by Doing aussi. C'est de se dire qu'en fait, on a une conviction assez forte pour les populations qu'on cible, qui sont les populations expertes, c'est qu'en réalité, on apprend vraiment en faisant et on apprend vraiment en conditions de travail. Donc tout le travail, ça a été de, niveler entre les moments de learning et les moments, juste où on travaille dans le quotidien. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on s'est un peu construit, je vais pas dire en rejet, mais en regardant ce qui se faisait du côté académique, en se disant: «En fait, sur nos sujets, nos sujets de prédilection, il y a peut-être une autre voie, il y a peut-être une autre façon de faire». Tout à fait, je te rejoins, complètement, et à quel moment est-ce que tu t'es dit: «Eh bien, le problème, c'est pas la qualité des contenus, c'est autre chose»? Alors, le problème, c'est pas la qualité du contenu, certes, mais la qualité du contenu est indispensable. Donc il y a quand même un sujet là-dessus, qui a été effectivement et on a fait pas mal de R&D, on a travaillé avec des coachs certifiés, on a travaillé avec des experts sur ces différents sujets. On a beaucoup lu aussi dans les premières années, de Team Bakery. On lit toujours beaucoup, mais on a appris beaucoup au départ sur ces sujets-là, effectivement de capter un petit peu quels étaient, les éléments clés, tu vois? Aujourd'hui, si je rentre un peu dans le concret, un de nos produits phares, c'est un plan d'entraînement en 12 semaines pour les experts qui passent manager. Donc en gros, on accompagne une prise de poste et ces 12 semaines, elles sont thématisées, en fait. Il y a un thème par semaine, donc ça a été de déceler un petit peu les 12 incontournables. On les a classés en 3 phases, s'organiser, fédérer, mobiliser et puis développer, où là, on parle un peu plus de leadership et voilà et toujours cette approche hyper progressive. Le vrai problème, effectivement, c'est autre chose. Le vrai problème, c'est comment, dans un quotidien de manager ou d'équipe qui est déjà bien chargé, on pourrait parler de surcharge cognitive, si tu veux, mais globalement, on a beaucoup de choses à faire. On a des injonctions qui sont parfois contradictoires. Le classique, devenez plus agile, mais en même temps, oubliez pas le reporting, quoi, des choses comme ça. Comment nous, on s'insère là-dedans? Comment on s'insère et même c'est un problème, quasiment sociétal, c'est dans une économie de l'attention, pardon, comment on retrouve du temps long? Comment on retrouve du temps pour installer de nouvelles habitudes? Et c'est un peu ça, le sujet sur lequel on travaille au quotidien, au-delà effectivement du contenu et de ce qu'on apprend à nos experts passant manager ou juste à nos experts ou à nos équipes, c'est comment on va l'insérer, quelle forme ça va prendre pour s'insérer le mieux possible et pour que ça ait un maximum d'impact. Et c'est pas qu'une question de temps dispo en fait, c'est une question de ce qu'on fait dans ce temps dispo. Et ça joue, on va rentrer un peu dans le détail,
on a une approche très produit très forte de dire, en fait, comment on trouve le bon mix, pour proposer une expérience la plus complète et s'adapter aussi aux envies, aux besoins et aux capacités de réception et d'appropriation de chacun. Bah, justement, donc tu commences à, parler, de produits, donc toi, tu proposes vraiment de penser un parcours de formation, comme un produit. Donc est-ce que tu peux nous dire, en quoi ça consiste, concrètement? Ouais, bah, alors c'est un sujet de vocable et je pense que c'est un sujet de j'ai commencé en disant que j'étais ingénieur, il y a un sujet un peu de background ou d'héritage, là-dessus. C'est qu'effectivement toute ma vie et une de mes aventures précédentes était de concevoir des applications mobiles qu'on envisageait déjà comme des produits. Pourquoi comme des produits? Qu'est-ce qui caractérise un produit? C'est peut-être se dire, en fait, on va commencer par s'intéresser à l'utilisateur final, à la personne qu'on cible et à l'objectif qu'on veut remplir, comment on veut l'aider et cette logique d'utilité, elle est vraiment au cœur. Dit autrement, c'est quel point de douleur on va chercher à combler ou à résoudre. C'est ce qui anime déjà, la mission de ce qu'on fait et pourquoi on veut créer, ce sujet-là. Pas un sujet dans l'air du temps, c'est juste que, voilà, là, il y a de par le surcharge cognitive, un des premiers trucs qu'on aide les néo-managers à faire, c'est juste de reprendre le contrôle sur leur temps. Parce qu'en fait, tu peux leur parler de leadership, tu peux leur parler de feedback, s'ils ont pas la bande passante pour, échanger avec leur équipe, bon, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, il y a cette logique d'effectivement de dire à qui on parle, ce qu'on va chercher à faire et la logique de produit, elle est intéressante aussi je t'explique ce que moi j'ai mis derrière, dans, le côté multimodal et expérience globale. Alors je sais que le mot expérience te tient à cœur aussi. Je pense que tous tes auditeurs et auditrices, sont au courant de ce que tu mets derrière. C'est vraiment ça, c'est de dire en fait c'est quoi les multiples facettes, c'est quoi les multiples points de contact que mon client, que mon utilisateur va avoir avec ce que je propose. Et enfin, il y a un dernier élément qui est inhérent à la notion de produit, c'est la logique de roadmap. De se dire, en fait, on est sur un continuum, on est sur quelque chose d'évolutif. On n'est pas sur quelque chose de figé. On a la chance de travailler sur quelque chose qui est très malléable, dans le sens où, c'est nous qui le distribuons. C'est un produit qui est en partie numérique. C'est un produit qu'on incarne aussi en partie, parce qu'il y a du mentoring, en fait, dans ces plans d'entraînement-là. C'est aussi intéressant de se nourrir de ce qu'on a fait dans le passé, de voir ce qui fonctionne moins bien, ce qu'on peut avoir comme nouvelles, technologies ou outils pour nous aider, derrière. Donc voilà, il y a vraiment ces multiples facettes qui ressemblent beaucoup à un produit numérique en réalité. Même si on fait pas c'est pas du e-learning, hein, ce qu'on fait, c'est vraiment un plan d'entraînement, un peu comme je sais pas, un coureur qui préparerait un marathon ou un cycliste qui préparait une étape du Tour ou simplement, je sais pas, voilà, quelqu'un qui veut faire du sport d'endurance, il a besoin de suivre un plan s'il veut progresser. Oui, c'est un parcours, c'est pensé comme un parcours avec une expérience comme tu le disais, quoi. C'est ça Ouais, qui tout est à fait. très intéressant. Et justement, est-ce que tu peux, revenir justement dans le détail, avec ce raisonnement, produit? Quelles sont vraiment les grandes étapes, que tu vas suivre, pour rendre, ton parcours vraiment attractif? Donc là, je pense qu'il doit y avoir de l'onboarding, il doit y avoir, des, checkpoints dans le parcours. Donc, est-ce que tu peux nous dire tout ça? Tu veux que je te parle de la conception ou je te parle du déroulement du parcours? Les 2. OK. Alors je vais essayer de faire rapide, sinon on va faire un épisode à rallonge. Globalement, non, mais dans la conception, le sujet, principal, bon, tu le sais comme moi, souvent c'est pas les managers en direct qui viennent nous voir. C'est soit leurs managers à eux, donc des patrons de BU, soit des directions, DRH, direction learning qui viennent, nous parler. On a un gros travail de cadrage qu'on fait en amont pour comprendre et pour redescendre sur effectivement les gens qu'on cible. C'est quoi leur quotidien? Donc déjà de comprendre, c'est quoi leur quotidien, c'est quoi leurs enjeux et puis c'est quoi, j'en ai déjà parlé, leurs points de douleur. En fait, qu'est-ce qu'on veut résoudre et on essaie de les classer aussi par pénibilité. Parce que souvent, en fait, on a une liste de sujets à traiter et en fait, on se rend compte que déjà, si on traite correctement ce premier point, on a gagné, une partie de la bataille ou au moins, quand on parle d'adoption ou d'attractivité, on sait là où on va appuyer pour, avoir une oreille, je te parlais d'économie de l'attention, c'est ça, on va chercher aussi les endroits où on sait qu'on va avoir du répondant, on sait qu'on va travailler là-dessus. Donc ce travail-là de cadrage, il est super intéressant
déjà dans une logique économique, c'est-à-dire éviter de faire une usine à gaz avec plein de trucs, c'est déjà se concentrer sur les points de douleur les plus prégnants. Ça, c'est le point principal dans la conception. Alors, selon les projets, on passe soit par des phases de pilote où on va itérer. Donc là, on va vraiment dans une logique de produit, quasiment de l'agilité pour affiner de proche en proche. Sur des produits qui bénéficient d'une certaine expérience, comme ce plan d'entraînement là dont je t'ai parlé, bon, on est à peu près calé. On sait simplement qu'il nous faut une première cohorte, des premières équipes avec lesquelles le tester et avec lesquelles on doit se roder, et on va pas remettre tout l'ouvrage sur le métier ou le métier sur l'ouvrage. Je ne me souviens plus dans quel sens c'est, mais c'est l'ouvrage sur le métier. Mais effectivement, là, on va aller plus vite. Et en revanche, effectivement, donc ça, c'était pour la conception. Sur le déroulement du programme, c'est assez classique, mais il y a des incontournables. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je commence par une sorte de pré-onboarding où je prends du temps. En général, c'est une demi-heure avec chaque cohorte pour leur expliquer la philosophie derrière ce programme. C'est peu ou prou ce qu'on vient de faire en fait dans les 5 minutes qu'on a passé ensemble là, 10 plutôt, qu'on a passé ensemble, c'est leur expliquer en fait nous ce qu'on propose c'est pas une formation classique, ça va être vraiment un plan d'entraînement, donc ça va vous demander de la responsabilité. Par contre, ça va s'intégrer très bien dans votre quotidien et en fait les habitudes que vous allez créer vont vous servir dès la première semaine, vous allez avoir des gains opérationnels là-dessus. Donc ça, c'est un pré-onboarding qu'on fait de manière collective. On répond à leurs questions, on traite les objections classiques. Alors chez nous, la première objection, c'est combien de temps ça prend. Ouais, ça, je pense que c'est un peu chez tout le monde. Ensuite, on a vraiment une phase d'onboarding individualisé, où en gros, on leur demande de remplir un petit check-up avant pour voir un peu déjà eux, dans leur contexte à eux, c'est quoi leur point de douleur, la taille de leur équipe, leur sujet du moment, où est-ce qu'ils veulent être dans 3 mois aussi, ce qui les fait réfléchir sur le sujet. On passe du temps à leur expliquer comment fonctionne la plateforme. Donc, le principe, c'est que toutes les semaines, ils reçoivent une checklist. Tous les vendredis, ils nous disent ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc, ça nous permet de rééquilibrer la suite du programme et d'être vraiment dans une logique de progressivité. Et chaque semaine, ils reçoivent effectivement des contenus autour de la thématique. Donc, il y a une vidéo qui explique pourquoi cette thématique est importante. En général, ils le voient très bien, parce que les premières semaines, on est sur les incontournables. Ils ont des ressources pour passer à l'action, soit des templates, soit des grilles de lecture, soit même des ateliers complets avec leur équipe s'ils veulent traiter ce sujet-là avec leur équipe. Et nous, ce qu'on fait, donc c'est à la fin de chaque phase, donc il y a 3 phases, à la fin de chaque mois du programme, on a une session de mentoring individuelle là encore, où on fait le point sur ce qui s'est passé. Nous, on évalue en gros comment ils maîtrisent ces compétences-là. On leur tease un peu ce qui arrive ensuite. On leur explique, maintenant, tu arrives dans cette phase-là, voilà ce qu'on va te proposer. Et c'est aussi l'occasion de discuter de leur quotidien, de réajuster les choses aussi s'ils ont un caillou dans la chaussure et qu'on sait qu'on le traite pas en semaine 4, mais en semaine 7, on leur dit, va avoir tout de suite cette leçon-là, elle va te débloquer rapidement. Donc voilà, on a créé de la souplesse aussi dans un parcours qui est très... qui est un plan, donc une méthode, on a réussi à créer de la souplesse à ce niveau-là. Donc on fait ça en semaine 4, semaine 8, semaine 12. Et le but du jeu, c'est qu'à la fin de la semaine 12, ils soient autonomes pour relancer un cycle de 3 mois avec leur équipe autour de la fixation d'objectifs, des règles de délégation, des règles de communication. Enfin voilà, je rentre pas trop dans les détails, sinon vraiment je vais t'expliquer et ça va durer très très longtemps. Mais voilà, t'as un peu cette logique-là. Et pourquoi ça c'est attractif, en tout cas de retour qu'on a des managers qui l'utilisent, il y a le côté effectivement investissement gain qui est assez évident. Il y a le côté, je pense aussi, en termes d'ADN. Je t'ai déjà dit que j'étais ingénieur. On parle quand même avec des populations, pas tous ingénieurs, mais d'experts, donc des gens assez analytiques. Donc on se rejoint sur du pragmatisme, sur la volonté de passer à l'action aussi. Ça fonctionne plutôt bien. Et on joue beaucoup, alors sur les entreprises chez qui on a déjà pas mal déployé, on joue beaucoup aussi sur le biais social, de dire en fait ton collègue de l'autre BU il l'a fait, voilà ce qu'il en a pensé. Et ça c'est vrai que ça fonctionne très très bien pour créer de l'attractivité et de l'engagement sur le parcours. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que c'est un parcours qui est complètement balisé, avec des temps forts, de l'accompagnement, des outils, et comme tu le dis, du coup, ça correspond à des esprits analytiques, des profils d'ingénieurs, d'experts, etc., qui sont plutôt techniques et du coup qui changent complètement de métier quand ils passent manager, puisque manager, c'est quand même autre chose. Tout à fait. Souvent, quand on promeut quelqu'un manager, on lui dit pas qu'il va repartir un peu de zéro.
quoi. Bah, après, je dirais, qu'il faut aussi l'appétence pour être manager. Moi, je sais que j'ai été manager. C'est quand même autre chose que quand tu es, sur ton cœur de métier, sur la création ou l'opérationnel, c'est complètement différent. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que tu as, constaté, des erreurs dans les équipes learning, justement quand elles veulent rendre un parcours engageant? Quelles sont les erreurs que tu as le plus souvent, vues? Les équipes learning sont parfaites, elles ne font jamais d'erreur, tu le sais bien, Anne-Marie. Non, bah, je sais pas si j'ai une liste, à la Prévert des erreurs que j'ai pu voir. Je pense que le sujet principal et c'est marrant parce qu'on en a parlé un petit peu dans l'épisode qu'on a fait, ensemble, sur learning by doing, c'est le côté un peu, soit catalogue à rallonge, soit, chercher absolument l'information qui va couvrir, enfin qui va aller à tout le monde. Ça, je pense que c'est un truc sur lequel nous on a aussi beaucoup appris. Alors je sais pas si c'est un péché d'orgueil ou si c'est juste une logique, purement économique, mais de se dire en fait, «Non, non, mais chez nous c'est différent, par contre ils sont tous pareils» et malheureusement je crois que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a aussi c'est pas une erreur, mais en fait, il y a une comment dire? Il y a une volonté, je veux dire d'universalité, mais de dire en fait, je peux pas travailler avec eux d'abord, enfin je peux pas former eux d'abord et laisser les autres sur le côté. Et en réalité, moi je pense que c'est un super bon moyen pour créer de l'envie. C'est un super bon moyen aussi pour s'assurer que ce qu'on développe répond bien aux besoins. Donc tu vois, d'y aller de manière progressive et surtout de dire: «Mais en fait, de toute façon, tu vas pas pouvoir couvrir tout le monde, tu vas pas pouvoir suivre tout le monde. Donc en réalité, confronte-toi à ce principe de réalité et essaye d'y aller, bah, c'est un peu comme un plan de bataille quoi, d'y aller avec des petites victoires, quoi». Et le plus tu ramènes des petites victoires, bah, le plus tu vas pouvoir aller chercher peut-être du budget complémentaire pour déployer à plus de monde et le plus, bah, comme je l'évoquais tout à l'heure, tu vas convaincre peut-être des gens un peu plus réticents ou neutres, pas tes détracteurs, parce que détracteurs, c'est jamais simple à convaincre, mais voilà, des gens qui ont pas d'avis, en fait, sur le sujet, qui disent: «Ah ouais, en fait, ça a l'air bien, eux l'ont fait et ça a l'air plutôt bon». Donc voilà quelques erreurs, je pense que c'est un peu, on tourne autour du même truc de dire: «Mais en fait, vouloir trop standardiser, je pense que ça marche pas» et bon, c'est une erreur fréquente, mais qui est que je vois aussi disparaître avec, notamment les remontées de besoins de formation en début d'année. Je trouve que ça, c'est intéressant aussi, l'approche un peu plus personnalisée. Hem, donc je modère un petit peu et aussi, comment dire? Peut-être autre erreur, c'est de pas faire assez appel à l'expérience interne. Je trouve que, tu vois, ça fait, enfin, je sais pas, nous, ça fait 8 ans qu'on existe, ça doit faire, 7 ans qu'on entend parler de codev. Bah, je vois peu de boîtes qui le mettent en place vraiment, alors que je trouve que c'est un outil, enfin, moi, j'ai eu la chance de le déployer, de le faciliter à certains endroits. C'est un outil que je trouve surpuissant parce que parce qu'en réalité, enfin, voilà, les gens qui font, dans le contexte dans lequel tu es, c'est peut-être les meilleurs pour t'aider, quoi. Ça sous-entend de dédier du temps à ces sujets, ça sous-entend de valoriser aussi ce type d'expérience. En fait, c'est pas des métiers ou des fonctions ou des moments qui sont assez valorisés, je trouve, dans les organisations. Oui et moi ce que je vois, parfois, c'est qu'on met en place des codev, on en fait un ou 2 et puis après, ça ne suit plus forcément quoi. Parce qu'on est dans le quotidien, les réunions et cetera et puis on oublie, de replanifier, des codev tout simplement. Mais comme tu le dis, c'est vraiment, des outils, super puissants. Mmh. Et est-ce que, pour illustrer, tu peux, nous donner, des exemples, parce que moi j'aimerais bien que tu me parles, par exemple du projet, Renault? Ouais, je pourrais te parler du projet Renault. Alors, on a fait plusieurs projets avec Renault. Un des premiers qu'on ait fait, alors ça nous ramène à une époque, post-Covid, juste après le Covid, où, comment dire? Il y a eu, pas mal de discussions autour du télétravail, du fonctionnement en mode hybride. Alors je sais que le mode hybride aujourd'hui est en train de prendre une nouvelle signification. On parle d'équipe hybride, dans laquelle il y a des humains et des agents IA. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une époque, où effectivement il y avait une partie d'équipe à distance et une partie d'équipe, au bureau, pas les mêmes jours. Il fallait s'organiser et donc en fait, ce qui s'est passé, comme pas mal d'organisations, il y a un accord cadre, pardon, qui a été, conçu, signé, co-créé avec les organisations syndicales et c'est vrai que dans cet accord cadre, bah, il y avait, au moins une pleine page sur le rôle du manager dans ce cadre-là et du coup, très vite, c'est dit: «Bah, comment on va nous aider les managers à parler de ce sujet?» Il se trouve qu'à l'époque, on
on travaillait déjà pas mal avec Renault. Ils nous ont parlé de ce sujet. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un programme de 5 ateliers à faire avec son équipe pour parler du sujet de l'hybride et pour trouver des nouveaux repères dans ce monde, nouveau. Notre conviction dès le départ de l'hybride, c'est juste que ça allait être un révélateur du bon ou du mauvais manager. La distance distant, oui, aussi. Les relations, donc les bonnes relations, elles perdurent. Les relations qui sont pas dingues, en général, elles se rompent et ça crée tous les effets de bord qu'on a vus. Donc voilà, on avait créé ce programme de 5 ateliers. Alors ça allait de, faire le planning de l'équipe à, créer des nouvelles règles de communication, travailler d'une manière un peu plus asynchrone, se poser la question quand on se voit, sur quoi on bosse, qu'est-ce qui a de la valeur quand on se voit. En gros, les activités, télé robustes et télé fragiles. Voilà. Je dis maintenant, ça a l'air d'être, complètement derrière nous et assimilé. À l'époque, on parlait pas beaucoup de ce sujet-là. Ce qui est super intéressant, c'est que dans le déploiement, on a eu, je pense que c'est un des projets sur lequel on a eu une adoption la plus forte. Parce que l'utilisation de l'outil était associée à quelque chose de très administratif, qui était la déclaration de quel jour les gens sont là et quel jour ils sont à distance. Tu vois, c'est un truc qui était très lié à ça, qui était un peu un compelling event, donc un déclencheur très administratif et limite légal, quoi, de dire, mais en fait, t'es manager, si tu sais pas où sont les gens, t'es toi aussi en risque. Et surtout, on a une logique de déploiement. On a commencé par les patrons de BU, qui ont fait au moins des ateliers avec leur codir direct. Et en fait, ça a ruisselé par le haut. Et au bout d'un mois, on avait plus de 80% d'adoption, ce qui pour un programme qui mixe du learning et du change est vraiment, moi j'ai jamais fait mieux depuis, hein, donc donc c'est vraiment un très bon sujet dans la célérité. Je te parle de ça, il y avait aussi on était aussi dans un moment critique. On était été 2021, donc ça faisait quasiment 18 mois qu'ils étaient à distance et ils revenaient à la rentrée. Donc c'était un moment aussi, important pour eux. Voilà, donc le sujet incarné par, les chefs, qui était plutôt utile, qui s'insérait bien dans le quotidien des équipes et puis aussi dans un moment où il y avait ce truc administratif à avoir rempli pour telle date. Donc en fait, on a réussi à aligner pas mal d'étoiles là-dessus. Oui, donc là, en fin de compte, ce qui a fait aussi, ce qui a favorisé l'adoption, c'est le fait que ce soit, les top managers qui aient d'abord, suivi le programme. Donc quelque part, ça fait un petit peu, figure d'autorité, c'est cela? Et qu'ensuite le programme a ruisselé, c'est ce que tu as dit? Exactement. Clairement, dans tous nos programmes, très tôt, quand on parle du déploiement, on se parle, de 2 choses, c'est qui vont être nos early adopters, qui vont être les gens, qu'on veut faire passer en premier et qui vont être nos sponsors. Parce que, nous, on travaille avec des organisations, je l'ai pas dit, mais on travaille avec, des PME, des ETI et des grands groupes où effectivement le biais d'autorité fonctionne. Enfin, je pense qu'il faut le dire aussi. Donc, je dis pas que les gens suivent aveuglément leur chef, mais juste si le chef dit: «Bah, tiens, il y a un truc cool à faire avec son équipe» et qui fait qu'on bosse mieux ensemble, en général, les gens l'écoutent, quoi. Bah oui, et tu as parlé aussi, très rapidement de sponsoring. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que selon toi, un programme, va fonctionner, grâce au sponsoring? Bah, en fait, alors sponsoring, c'est, des gens en gros qui sont pas de la fonction. Je te le dis comme je le comprends, tu me diras si tu es aligné avec ça. Des gens qui sont pas de la fonction RH ou learning qui vont me parler du sujet, ou qui vont simplement, peut-être dire un mot au début du programme en disant: «Bah, voilà, nous, c'est important pour nous, telle et telle raison». L'enjeu, c'est toujours pareil, c'est de ramener la formation dans le quotidien des équipes. Donc l'objectif de la formation, faut qu'on puisse le lier à un objectif business, transformatif, ce qu'on veut, mais il faut le ramener à quelque chose qui est très lié. En gros, un des sujets qui est sur la pile du CODIR ou du COMEX, si on veut faire, simplement. Et donc ça, faut que quelqu'un s'en empare. Donc souvent, c'est la personne qui pousse le sujet, qui est en charge de la transformation, qui est en charge, alors de la DRH si c'est le sujet DRH ou simplement de la montée en compétences parce que, je sais pas, aujourd'hui, typiquement, on a beaucoup de directions, commerciales qui s'emparent du sujet, IA parce qu'ils savent que ça va leur permettre d'aller plus vite, d'être plus efficace et donc en fait, on forme les gens à l'IA. Pourquoi? Parce qu'on a la velléité d'avoir des meilleurs, commerciaux derrière. Donc c'est toujours pareil, c'est sortir la formation d'un carcan très académique et d'une obligation réglementaire pour rentrer sur un truc, encore une fois pragmatique
qui est de dire, faut que ça serve le business ou le business ou le futur de l'orga, quoi. Complètement, faut que ça serve la performance de l'entreprise. Ouais, la performance ou les valeurs de l'entreprise. En fait, je mets les 2 au même niveau. C'est de dire, en fait, si on veut être cohérent avec, ce qu'on cherche à incarner comme valeur et ce qu'on veut être comme entreprise, bah, faut qu'on passe par là. On est d'accord. Et donc, si tu devais, résumer tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui fait qu'un parcours va vraiment, déclencher une action, dès la semaine suivante? Qu'est-ce qui va faire qu'on va vraiment passer à la pratique? Parce que ce que tu disais au début justement, tu avais constaté que, ce qui manquait, c'était la mise en pratique. Ouais. Donc quel va être ce déclencheur? Bah, alors, je pense que dans le contenu et dans la conception du parcours, il y a ce sujet que j'ai abordé rapidement tout à l'heure de trouver ces petites victoires. En gros, quelles vont être les actions les plus simples à faire qui vont avoir le plus d'impact, pardon, dans les équipes. Donc c'est ça le sujet, c'est trouver, essayer dès la conception de se dire: «Mais en fait, si on attaque ce sujet-là, ils vont nous suivre et en plus, ils vont voir l'intérêt immédiat, dès la première semaine». Donc associé à ça, faut effectivement qu'on ait des outils, très pratiques à mettre en place. Alors ça peut être des réflexes d'organisation. Ça peut être des nouvelles méthodologies à tester. Nous, ce qu'on essaye de faire au mieux, c'est de niveler les choses. C'est-à-dire que si je dois t'apprendre une nouvelle méthode, et que je connais ton environnement de travail, faut que je te donne l'outil qui est sur ton environnement de travail actuel. Je sais pas, je dis une bêtise, tu es, à la direction financière d'une boîte du CAC 40, tu risques d'utiliser un Excel. Je pense que c'est le genre de choses que tu veux utiliser. Bah, en fait, le canevas que je te fournis, il faut qu'il soit en Excel. C'est aussi simple que ça. En gros, faut que ce soit qu'il y ait aucune pénibilité à tester ce que je t'apporte. Ça, c'est vraiment un point super important. Donc, autant dans le fond, où je vais chercher l'action qui va avoir le plus d'impact le plus rapidement, et ça va peut-être pas être le truc, le cœur de comment dire? Ouais, même l'objectif global de ton programme, mais il faut que dès le début, dire: «Ah ouais, il y a des trucs intéressants à récupérer et j'ai des petits hacks tout de suite pour passer à l'action qui vont me soulager». En fait, pour moi, c'est ça le sujet. Nous, un truc qu'on fait sur tous nos programmes quasiment d'accompagnement, on commence par ce sujet de la gestion du temps. Programme, c'est aider des experts à devenir manager. C'est pas, être meilleur en gestion du temps. Mais déjà, si je fais ça, je soulage le manager tout de suite et les tips que je lui donne, je lui dis: «Donne-les à ton équipe» et en gros, ça va soulager l'équipe et l'équipe va se dire: «Ah ouais, il fait quand même gaffe à nous là-dessus» et tu crées tout de suite un terreau pour construire, enfin un terreau ou des fondations, on trouve la métaphore qu'on veut, pour construire la suite. Mais toujours chercher le petit truc qui fait qu'on va avoir l'écoute derrière et qu'on va avoir un crédit, on va dire, du point de vue des apprenants. C'est vraiment ça qu'on cherche à chaque fois. Oui, donc tu enlèves déjà un caillou de la chaussure, Ouais, dès le début. Voilà, et ça marque une petite victoire. de toute façon, enfin, notre métier, c'est de, lisser les frictions au maximum. Nous, ce qu'on veut, c'est on sait que les gens sont occupés. Faut partir de ce principe-là. Les gens, ils viennent pas au travail pour faire des formations. Je veux dire, faut l'avoir en tête. Donc on est on top. Par contre, faut qu'on le fasse très bien et si on le fait très bien, ils vont avoir de l'impact, ils vont nous recommander, ils vont, être contents de ce qu'on fait, ils vont peut-être nous suivre, s'abonner à un podcast où on leur donne quand même enfin voilà, il y a plein de manières d'apprendre. Moi, je suis convaincu que c'est un des meilleurs drivers, pour, les gens au travail. Les gens, ils sont engagés s'ils apprennent et c'est ça que je veux et c'est ça qu'on veut développer. Par contre, faut pas le faire n'importe comment. Oui, tu crées un cercle vertueux en plus, en faisant ça. Tout à fait. Eh bien, Baptiste, merci pour cet échange. On va arriver à la fin de notre épisode. Et je vais avoir déjà, oui, et je vais avoir une dernière question pour conclure. Donc, si tu devais donner un conseil à une équipe learning qui va lancer un nouveau parcours demain, Mmh. par quoi est-ce qu'elle devrait absolument commencer? Tiens d'ailleurs, ça m'évoque une des erreurs, je l'ai pas citée tout à l'heure, mais elle doit absolument commencer par aller voir comment travaillent les participants de ce programme. Aller discuter avec eux, sortir, prendre un tout petit peu de temps, aller prendre un café avec eux. Enfin, c'est vraiment, ces formats-là, quoi. Je pense que c'est un des trucs à vraiment travailler si on veut être au contact, du terrain, si on veut être efficace, c'est d'être avec eux, et de leur dire aussi qu'on est à leur service et donc bah
t'as une approche très marketing, toi, sur ce que tu fais, mais voilà, si t'écoutes pas ton client, globalement, tu vas pas bien répondre à son besoin. Donc, Complètement. je dirais ça, et après, donc ça, c'est le prérequis essentiel. Je dirais aussi, pas chercher à faire des trucs trop compliqués au départ, construire par strats. Et effectivement, très vite, aller chercher du sponsoring en faisant le lien entre ce qu'on développe et l'enjeu business qui est derrière. Voilà. Sinon, ça passera à la trappe en réalité. Donc, 3 voilà. conseils. Voilà. Allez, 3 Si conseils on pour se le lance freelance. dès demain. Eh bien, merci Baptiste. Est-ce que tu aurais éventuellement une ressource ou une inspiration à recommander aux auditeurs pour approfondir le sujet? Bah, s'ils veulent approfondir le sujet, ils peuvent aller écouter 1 ou 2 épisodes de Learning by Doing. Il y a un bouquin que moi j'ai lu il y a très longtemps, mais qui m'a bien marqué, qui n'est pas un bouquin sur le learning, ni un bouquin management, mais que je trouve super intéressant, c'est la biographie de Magellan par Stefan Zweig sur bon, ça parle quand même un peu d'apprentissage, d'entrepreneuriat, je trouve. Il y a une bonne lecture sous ce prisme-là. C'est un roman, donc ça se lit très bien. Ça casse un peu moins la tête que les bouquins de management. Et voilà, je pense que ça déjà c'est pas mal. Et non, peut-être en dehors, là en ce moment je suis beaucoup sur l'esprit critique. Comment on fait attention, je travaille d'ailleurs sur alors peut-être ça sera un programme à venir, mais déjà une prise de parole sur ce sujet-là. Je pense que c'est une des skills qu'il va nous falloir travailler dans les jours, mois, années à venir, avec ce qui se passe au niveau politique, avec l'avènement de l'IA aussi. Je pense que c'est super intéressant de se muscler là-dessus. Donc voilà, j'ai pas une ressource en particulier à te conseiller, mais voilà, j'invite tout le monde à se questionner par rapport à ça. Je me suis remis à lire la presse là, pour faire gaffe à ça et éviter de lire juste ce qui arrive dans mes algos. Et je trouve que c'est pas mal pour sortir enfin, les algos créent des espèces de bulles autour de nous, ils nous envoient que le même point de vue. Et je trouve ça intéressant. Là, Voilà. je te rejoins sur le fait de devoir muscler notre esprit critique, surtout à l'ère de l'IA. Ne pas Ouais. prendre pour argent comptant tout ce que ChatGPT ou Claude vont nous dire. Et écoute, pour enfoncer le clou, je me suis réabonné à Courrier International la semaine dernière et j'aime vraiment bien l'approche le décryptage et voilà, ça te donne déjà des visions locales sur des sujets. Voilà. Je trouve ça hyper intéressant en fait ce décryptage de ce qui se passe. Alors bon, ça reste l'actu, c'est jamais des bonnes des bonnes nouvelles, mais voilà, je trouve que l'éclairage est plutôt intéressant. Tu as tout à fait raison, Baptiste. Eh bien, merci beaucoup pour cet épisode. J'ai été ravie d'échanger avec toi. Bah, merci Anne-Marie, c'était top. Merci beaucoup, Baptiste. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.